Um, Thank you very much for the introduction. We are going again to do the panel in French, but do not hesitate, we will try to speak okay. And if you have questions in English and so on, there is no problem. Donc, bonjour à tous. Le sujet d'aujourd'hui, le sujet du panel, c'est What solution does blockchain provide in the ESG sector? Donc, quelles sont les solutions que la blockchain peut donner, peut fournir dans le domaine ESG? Alors, si vous pensez que vous n'êtes pas dans la bonne salle, moi, je vous recommanderais plutôt de rester, parce que c'est un sujet qui est certainement extrêmement intéressant. Mon nom est Bernard Nicolaï, moi, je suis passionné par l'enseignement et la finance, je ne sais pas exactement dans quel ordre d'ailleurs. Donc j'enseigne dans 3 universités, Solvay Brussels School, j'ai des collaborations avec Paris Dauphine et le Conservatoire national des arts et métiers, dans 2 domaines, la finance durable d'une part et l'économie des cryptoactifs et des actifs digitaux d'autre part. Alors, en plus de ça, je conseille différentes sociétés dans le domaine de la finance durable et de la blockchain. Sinon, avant d'enseigner à l'université, j'ai plus de 25 ans de carrière dans des grands groupes comme BNP Paribas et Crédit Suisse. Donc, je peux faire le lien entre les deux. Et alors, depuis peu aussi, je suis membre d'un réseau de Business Angels et donc j'investis à titre privé en seed dans des boîtes fintech et en particulier dans la blockchain. Comme ça, il y a full disclosure, hein, très bien. Alors, dans notre panel, pour continuer l'introduction, on aurait dû avoir Matthew Nelson de Londres, Maria Eisner-Pelch de Copenhague et Louis Aumann de Berlin. Je vous prie d'excuser Matthew et Maria, dont les avions ce matin pour Bruxelles ont été annulés et ils nous ont contactés de l'aéroport. La bonne nouvelle, c'est qu'on a avec nous Louis et Sébastien Goupillou qui a décidé de continuer sur sa lancée. On a donc Louise de Berlin, Sébastien de Nantes et Bernard de Bruxelles. Mon fils ce matin m'a dit il manque plus que Brice de Nice. Alors bon, ok, soit. Je vais vite les introduire. Alors, Louis, tu es Managing Wizard at Degen House. Tu vas nous expliquer ce que c'est. Tu es en train de construire le futur décentralisé, c'est ça que tu dis, et c'est basé à Berlin. Degen House, c'est un centre de recherche Web3, qui fournit des services de branding pour des projets crypto, notamment, et tu es en train de lancer une académie. En regardant tes posts sur les réseaux sociaux, tu prétends simplifier fortement la communication au niveau des projets blockchain, et je dois dire que ton explication sur le trilemme de la scalabilité, vous allez voir, m'a assez bien convaincu en termes de simplification. Tu en diras sans doute plus tard. Quant à Sébastien, il s'est déjà présenté. Je rappellerai qu'il est CEO de Big Block Green Services, qui est actif à l'international au niveau de l'électricité, des projets d'électricité renouvelables et au niveau du mining. Alors, en construisant sur les présentations précédentes, je pensais à une première question pour Louis, ici. Louis, est-ce que tu peux nous rappeler qu'est-ce que c'est ESG et est-ce que tu penses que le Bitcoin est soutenable, durable, sustainable? Oui, bien sûr. Donc, enchanté d'être ici. On va directement sauter dedans. ESG, c'est assez facile. Environmental, je vais dire en anglais, mais c'est environnement, social et governance, donc gouvernance. ESG, c'est un système de critères qui a été inventé pour les investissements, surtout. Donc, ESG Investing, c'est quoi? C'est des investisseurs qui sont conscients de l'environnement et de l'impact que les différentes boîtes peuvent avoir sur l'environnement. Et ce système a été développé pour leur donner une metric, donc pour pouvoir dire à travers des calculations et des chiffres et différents critères si une organisation est sustainable. Donc pour l'environnemental, par exemple, ça sera l'utilisation de l'énergie, comme on a parlé avec Sébastien, ou alors la pollution, à quel degré est-ce que les produits sont recyclés. Pour le social, ça sera est-ce qu'on s'occupe des employés, est-ce qu'on donne des aides aux employés et est-ce qu'on s'occupe de l'aspect social autour de la boîte. Et pour la gouvernance,
ça sera tout ce qui est les stakeholders et leur implication dans la boîte. Donc, est-ce qu'on prend en compte tout le monde qui est touché dans l'environnement de la compagnie? Et pour revenir à la deuxième question, donc, qui parle de l'environnemental, le Bitcoin, c'est difficile, mais d'après moi, c'est une solution qui va dans la bonne direction en ce qui est sustainability, mais c'est définitivement pas le setup de blockchain le plus sustainable qui existe, parce que ça utilise beaucoup d'énergie. Proof of work, c'est la computation des calculations est très energy intensive. Et du coup, il y a d'autres solutions, nouvelles solutions de blockchain qui se concentrent sur la scalability et qui essayent avec Proof of Stake, Proof of Authority, d'essayer de trouver des nouvelles façons pour faire descendre cette consommation d'énergie. Bien sûr, si on le compare à la finance traditionnelle, on a toujours, sur des chiffres que j'avais cherchés sur Internet, donc la source n'est jamais sûre, mais 25% du système du network Bitcoin environ dans l'utilisation des énergies de la finance traditionnelle. Donc on a 1 à 4 ratio d'utilisation. Donc c'est comparablement plus sustainable que la finance traditionnelle, mais on n'est toujours pas là. Ok, donc si je peux résumer, une finance durable, c'est une finance qui tiendrait davantage compte des aspects ESG, donc les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance. Mais alors, est-ce que pour Bitcoin en particulier, et puis on parlera des autres applications de la blockchain, est-ce qu'on peut dire, comme on le lit parfois, au fond, en matière d'environnement, on ne sait pas trop, parce qu'il y a des études qui nous disent qu'il y a une consommation d'électricité très importante, on n'est pas trop sûr du mix ou du type d'énergie qui est consommée, même si il y a des études qui disent le contraire. Pour l'aspect S, c'est plutôt OK parce qu'on parle d'inclusion financière, par exemple. Et pour l'aspect G, c'est pas mal du tout parce que la gouvernance, c'est du code. Est-ce que c'est quelque chose que tu partages? Et puis, je vais poser la même question à Sébastien, en fait. Oui. Donc oui, pour tenir court, je pense ce que vous avez dit avec la source d'énergie, c'est bien sûr une des choses les plus importantes. Mais vu qu'on n'a pas des chiffres exacts sur tout le mining qui se passe, on estime quand même qu'il y a un grand pourcentage qui est des énergies renouvelables grâce aux gens comme Sébastien. Merci beaucoup à ça. Et pour le social, je pense que c'est clair qu'avec l'accessibilité que la structure du network donne, on a clairement un green sur le social et sur la gouvernance aussi, vu que c'est un système décentralisé et que tous les gens qui veulent rentrer, bien sûr, il y a l'accès, donc le laptop et l'Internet, mais tous les gens qui ont ces requirements, ils peuvent rentrer dans le système et prendre activement place. Donc je dirais que pour la gouvernance, c'est définitivement aussi green hack. Sébastien, voilà, Bitcoin, durabilité, quel est ton point de vue sur la question? Je l'ai exprimé précédemment, mais là, je tiens à revenir sur quelque chose. Les autres blockchains sont plus dignes parce qu'elles consomment moins d'électricité. C'est un énorme contresens. Comment je vais aider le parc des Virunga à développer son hydroélectricité avec de la proof of stake? Comment je vais faire ce miracle? Aujourd'hui, nous, les mineurs, on donne 4 milliards de dollars par an à l'électricité durable, à des productions d'électricité green. Enfin, on ne dit pas green parce que c'est jamais green, mais d'ENR. C'est 4 milliards. Et là, la chute du cours du Bitcoin n'a rien changé. C'est toujours 4 milliards. C'est un revenu tout à fait régulier. Tous les mois, les électriciens touchent cet argent de la part des mineurs qu'ils ne touchaient pas avant. Il faut bien comprendre, c'est une nouvelle clientèle, c'est une véritable subvention que leur donne le Bitcoin. Et cette subvention a beaucoup de sens parce que qui trade le Bitcoin? Ce n'est pas les populations pauvres d'Afrique, c'est nous, les Parisiens, les Bruxellois, les New-Yorkais, qui jouons avec le Bitcoin. Et donc on dépense de l'argent dans le Bitcoin, et la plus grosse part de cet argent dépensé dans le Bitcoin va dans les poches des électriciens qui développent les ENR dans les pays en voie de développement. Ça a énormément de sens, ce transfert de fonds, qui va donc des gens riches vers le développement de l'électricité pour les gens pauvres. Et moi, j'ai le cas du parc des Virunga. C'est un site qu'on exploite depuis 2 ans et demi. Donc, dans le parc des Virunga, c'est connu. On est ici dans la salle de Mérode. C'est dirigé par Emmanuel de Mérode, donc un prince de Belgique, un anthropologue qui dirige ce parc depuis une quinzaine d'années et qui a fait le choix
de développer l'hydroélectricité pour éviter que les gens utilisent la seule énergie du coin, là-bas au Congo, dans le Nord Kivu, c'est le charbon de bois. Et le charbon de bois, pour y avoir accès, il faut aller dans la forêt et couper du bois. Donc ce qui se passe, c'est que cette forêt primaire, ce parc ultra protégé, qui est au patrimoine mondial de l'UNESCO, eh ben, il n'arrête pas de fondre. Tous les ans, il perd une partie de sa surface parce que l'énergie de chauffe et l'énergie de cuisine, dans ce coin-là, c'est uniquement le charbon de bois. C'est un gros marché. On voit tous les gars passer avec les scooters remplis d'énormes sacs blancs, de big bags remplis de macala, ils appellent ça comme ça là-bas. Donc ils ont créé les centrales hydroélectriques. Et le temps d'habituer les populations à l'électricité, le temps de développer les réseaux, le temps que ça rentre dans les habitudes locales, l'usage de l'électricité, eh ben, il y a un écart considérable entre l'offre électrique et la demande électrique, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Et nous, on sert à pallier cette différence-là qui peut durer 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, on ne peut pas savoir. Parce que c'est des pays qui sont régulièrement en guerre civile, qui subissent des contraintes qui font que les réseaux ne se développent pas aussi vite que ce qu'on avait pu prévoir au tout départ. Donc aujourd'hui, nous, on leur apporte de l'argent et les fonds qu'on leur donne pour l'achat de l'électricité, tous les mois, on leur donne plus que ce que leur donne le gouvernement du Congo au parc des Virunga. Tous les mois. Plus que ce que leur donne le gouvernement du Congo une fois par an. Donc on est une béquille économique qui leur est devenue indispensable. On permet de financer le développement des réseaux, on permet de financer une partie des gardes, des rangers qui gardent le parc. En tous les cas, le prince Emmanuel de Mérode m'a dit à plusieurs reprises que notre idée de mining et de Bitcoin avait carrément sauvé les finances du parc pendant ces 2 années de Covid où le tourisme a été totalement interdit dans le parc parce que, vous le savez, les gorilles et les êtres humains ont pratiquement le même ADN. Et ils ne voulaient absolument pas prendre le risque de coller le Covid à un gorille parce qu'après, c'est toute la population des gorilles qui risquait de disparaître. Donc ils ont perdu 40% de leur budget annuel et nous, on est arrivé à ce moment-là pour compenser ça. Et ça, on ne peut pas le faire avec une autre blockchain, avec un autre système de protocole, la Proof of Stake ou quoi que ce soit. Le fait qu'on dépense beaucoup d'argent dans l'électricité, c'est une aide considérable au développement des énergies renouvelables. C'est comme ça qu'il faut l'entendre. Et comme je vous l'ai dit, il y a du charbon dans le mining, mais c'est la fin. Encore une fois, ouvrir une mine au charbon aujourd'hui, il faut être complètement inconscient et n'avoir aucune vision économique sur le moyen terme. L'électricité carbonée va augmenter considérablement. Imaginez bien que notre système à nous permet, la mobilité qu'on a, nous permet de bouger et d'aller chercher de l'électricité pas chère. Si je suis le siège social de la BNP et qu'autour de moi, tous mes ordinateurs sont alimentés par une électricité au gaz, si le gaz augmente, fait x3, mon électricité va faire x2, ben je vais continuer à la payer parce que je n'ai pas le choix. Mon siège social, il est là où est le besoin, là où sont mes salariés, là où sont mes clients. Donc je continuerai à utiliser une électricité sale, même si elle devient très chère, si je suis banquier. Si je suis mineur, si mon électricité devient très chère, je dégage ou je coupe, mais je n'ai pas le choix, je ne peux pas continuer à exploiter. Si je dépense plus de bitcoin que ce que je produis pour payer mon électricité, c'est mort, ça n'existe plus. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est l'industrie la plus propre et c'est l'industrie qui est en train de se verdir le plus facilement parce qu'elle n'a pas cette contrainte que va avoir un siège social bancaire. Si mon électricité est trop chère, je déménage. Ben non, en l'occurrence, je me contente de payer mon électricité plus chère et de reporter ce coût sur mes clients. Donc non, je ne suis pas du tout d'accord. Moi, quand je vois Ethereum passer en Proof of Stake, pour moi, c'est une aberration. Il n'y a rien de plus idiot. Parce qu'on part d'un constat, ouh là là, c'est dangereux, la Proof of Work consomme de l'électricité, je ne veux pas, moi, Vitalik Buterin, je ne veux pas que la planète prenne 2 degrés à cause de moi. Mais c'est une erreur fondamentale de connaissance du marché électrique. Là aussi, c'est un occidental gâté qui ne sait pas ce que c'est qu'un marché électrique. Et au fur et à mesure qu'on avance, on se rend compte qu'il y a la place, il y a au moins de quoi mettre 20 réseaux Bitcoin sur les surplus de l'hydroélectricité uniquement. Je ne parle même pas de la géothermie, du solaire, de l'éolien et tout ça. Donc, tout ce calcul, tout ce délire depuis des années pour passer l'Ethereum en Proof of Stake, si la raison, c'est la raison environnementale, c'est une fausse barbe, c'était idiot, il faut arrêter tout de suite. Merci beaucoup pour ce témoignage, parce que c'est vrai que, par définition, la durabilité, ça nous concerne tous, mais les débats sur la durabilité ont quelquefois tendance à être guidés par des dogmes ou par des conflits d'intérêts. Et c'est vrai que non seulement dans les universités, mais aussi dans le business et auprès des régulateurs, on a tous intérêt à la confrontation d'idées. Et l'exemple de Sébastien, je pense, un exemple clair où on peut considérer qu'il y a un vrai matching entre la blockchain et le cas d'usage blockchain d'une part, et la durabilité. Donc la blockchain qui contribue à davantage de durabilité, de même qu'il y a des cas, malheureusement, qu'on peut imaginer,
où la technologie va aller à l'encontre de la durabilité. Alors, Louis, c'est pas tout de se dire, de se poser la question, est-ce que Bitcoin ou est-ce que d'autres applications de la blockchain sont plus ou moins durables? On peut prendre l'aspect sous un autre angle, que certains projets blockchain et des projets non blockchain d'ailleurs ont tendance à pratiquer le greenwashing, c'est-à-dire mettre en avant la durabilité dans la proposition de valeur. Alors, est-ce que tu peux nous redire en 2 mots en quoi ça consiste et en quoi ces types de projets, ça peut être tentant pour eux de le faire, et au contraire, peut-être, en quoi la blockchain, notamment par la transparence, peut plutôt contribuer à créer de la confiance qu'à créer de la confusion. Bon, il y a beaucoup d'idées, hein, mais je veux dire, Oui, il y a beaucoup. Traite ça comme tu le souhaites. Mais il n'y a pas de problème. Donc je pense que je vais revenir directement à ce que Sébastien il a dit, et je trouve ça aussi important pour une discussion d'avoir des points de vue différents. Donc quand on parle de greenwashing, juste rapidement expliquer, mais je suppose que tout le monde sait ce que c'est. Greenwashing, c'est prétendre d'être sustainable ou alors de profiter à l'environnement pour avoir des bénéfices, alors que derrière le curtain, derrière la porte, eh ben, il y a plein de choses qui se cachent, très sales. Donc ça, c'est le greenwashing en essence. Et quand on parle de la blockchain, par exemple, pour prendre l'exemple de Proof of Work, Proof of Stake, si maintenant on dit que la raison, comme vous avez dit, est la consommation d'énergie pour changer de Proof of Work à Proof of Stake, il y a des gens qui pourraient appeler ça du greenwashing, comme vous avez dit, Sébastien, parce que c'est juste une sorte d'image qu'on peut mettre devant. Alors que la vraie raison, enfin d'après ce que moi j'ai compris, mais je suis juste réduit à mon propre opinion, le changement de Proof of Work et Proof of Stake, c'est un changement de consensus qui va rendre beaucoup plus facile l'analyse dans le système, qui va finir à peut-être moins d'utilisation de computation dans le système, mais qui va surtout faire en sorte que les différentes transactions et mouvements sur la blockchain peuvent être beaucoup plus efficients parce qu'on a un consensus en triangle. Donc on n'utilise pas toute la chain pour pouvoir accepter la transaction. Donc dans la blockchain, il y a beaucoup de nouveaux projets qui viennent, qui sont en train de sortir. Il y a aussi le ReFi Space, donc Rethinking Finance, on a le DeFi Space, et on a beaucoup de projets qui mettent en avant la sustainability. Par exemple, Avalanche, avec lesquels on a travaillé, eux aussi mettent en avant la sustainability. La question, c'est toujours comme avec les grandes entreprises, c'est qui est-ce qui va check ça? Donc, qui est-ce qui va aller derrière, boum, regarder, prendre les petits chemins, aller voir si c'est vraiment vrai tout ce qu'ils disent. Et c'est là où la blockchain, en fait, la technologie de la blockchain n'est pas un projet blockchain, mais la blockchain elle-même peut aider par rapport à travers des credentials, à travers une façon de retenir des datas qui est imperméable, si on peut dire, je ne sais pas si on peut dire, mais qui est complètement transparente et inchangeable. Donc, la blockchain peut aider à voir qu'est-ce qui s'est passé derrière les portes. Maintenant, il y a toujours la question qui est-ce qui rentre le data dans la blockchain et comment est-ce que les data sont rentrés dans la blockchain. Donc, dans le greenwashing, il faut toujours faire attention parce que si un protocole a sa propre blockchain et l'utilise pour elle-même se vérifier, là, on a un conflit d'intérêts, comme vous avez dit, parce que comment est-ce que je peux me vérifier moi-même? C'est comme si je suis BNP Paribas et je veux vérifier moi-même les taux d'intérêt que je donne aux gens ou les loans. Est-ce qu'il y a une différence entre la géographie et l'acceptance des loans que je donne? Et si c'est moi-même qui le vérifie, bien sûr que je vais pas me tirer dans la jambe. Donc, il y a toujours ce problème de blockchain et la blockchain qui est utilisée pour vérifier. Mais en essence, la technologie nous donne une vue supérieure, une vue d'aigle sur tout ce qui se passe dans l'environnement. Et ça pourrait nous aider à stopper le greenwashing si, bien sûr, le reporting est fait d'une façon bien. Donc, le ESG reporting, c'est même au moment où on n'a pas la blockchain qui travaille dessus, un problème.
parce qu'il y a des différents reports qui disent des choses, et après derrière, on va voir des choses complètement différentes. Donc, à la fin, la blockchain est un outil pour to grow, l'utilité de pouvoir faire des reports, mais ça dépend toujours de qui va mettre les datas dedans. Je ne sais pas si vous... Sébastien, votre avis sur Oui, la oui, question? Oui. Allô? Oui, Ça- non, ça je suis d'accord avec ça. La blockchain ne garantit pas la fiabilité des informations qui sont enregistrées dedans. Une bonne blockchain les rend immuables, les informations, mais ne les garantit pas leur authenticité. Exact. Ça, c'est sûr. Je reviens juste sur la proof of stake. J'y suis pas du tout opposé, hein. Je suis opposé au fait qu'on présente ça comme un gros avantage parce que ça ne consomme pas d'électricité. Il y a sûrement d'autres raisons qui font qu'Ethereum a besoin de passer en proof of stake. Je veux bien. Il y a d'autres arguments, hein, qui sont mis en avant. Mais cet argument-là ne tient pas la route. Ça, je suis d'accord, et ça revient même un petit peu au greenwashing, et dire qu'on fait quelque chose pour une raison qui n'est pas la vraie raison derrière. Et ça, le greenwashing, l'ESG, enfin, pour nous, bitcoiners, c'est vraiment c'est des termes de l'ancien monde, quoi. Nous, on est en train de monter une entreprise en Suisse. La banque cantonale de Genève nous demande un audit comme quoi nos activités sont green. C'est quand même des banques qui financent des groupes pétroliers et tout ce qu'on veut, quoi, hein. Mais nous, elle nous demande d'expliquer, alors qu'on ne travaille qu'avec des électriciens, hydroélectriciens ou géothermiques, donc ils font de l'électricité ENR, ils nous demandent à nous de justifier qu'on est green. Et donc, ils ont besoin d'une certification. Donc, il va falloir qu'on paye un cabinet pour certifier qu'on n'utilise que de l'électricité verte, enfin de l'électricité non carbonée. Ça, c'est vraiment des réminiscences de l'ancien monde. On n'en veut plus, quoi. On n'a pas besoin de prouver qu'on travaille avec de l'électricité verte. Il suffit de montrer nos contrats d'électricité. On n'a pas besoin d'un audit. Donc ça, voilà, c'est typique. Tout ce qui touche les certifications vertes, pour nous, c'est vraiment du capitalisme de connivence. C'est tout ce contre quoi on lutte. Je suis très d'accord avec ça. Merci pour le témoignage. C'est clair que vous n'y échapperez pas, hein. Tous vos partenaires vont vous demander en quoi vous êtes durable ou pas. Et vous savez très bien, parmi vos collègues qui travaillent dans la blockchain, que ça va beaucoup plus loin. Certains voient leur compte courant tout simplement clôturé par certaines banques, hein. Ne fût-ce que parce que pour des raisons de compliance, pas toujours justifiées, ce sont des choses qui peuvent se passer, autant être au courant. Louis, back to you. Si on se réfère de nouveau au cas d'usage, parce que c'est vraiment ça la clé pour comprendre la technologie et en quoi c'est utile, quels sont les cas d'usage principaux, un ou deux ou trois, comme tu veux, que tu observes aujourd'hui et qui pour toi illustrent vraiment bien la contribution de la technologie blockchain à la durabilité? D'accord. Donc je pense que je vais commencer avec un cas d'usage dont je ne voulais pas parler directement, mais maintenant que j'ai un expert comme Sébastien à côté, je trouve ça plutôt intéressant d'en parler. Donc la blockchain peut être utilisée par exemple pour le energy grid, je ne sais pas comment on dit en français, mais toute l'énergie, elle est créée, transformée pour être transportée et puis distribuée. Et ce mécanisme, c'est la grid d'énergie. La distribution, c'est comment est-ce que l'énergie est distribuée. Donc ce que la blockchain peut faire, la technologie derrière, et vous me dites ce que vous en pensez, c'est on peut voir une distribution d'énergie peer-to-peer. Donc je vais élaborer avec un exemple parce que c'est plus facile toujours à comprendre. Donc imaginez, moi c'est Thomas, j'habite dans le sud de l'Allemagne et j'ai installé 10 panneaux solaires au-dessus de ma tête. Ces panneaux solaires, maintenant, ils génèrent assez d'électricité pour moi. Ils génèrent même plus d'énergie que j'ai besoin. Donc, dans un système décentralisé, moi, je pourrais échanger cette énergie et même la vendre avec mes voisins et faire en sorte qu'on n'a pas de surplus. Et ça, c'est vraiment ce que la blockchain va faire, même dans les systèmes centralisés, parce que, bien sûr, une blockchain, on parle toujours de décentralisation, mais il y a des blockchains très centralisées. Et les grandes entreprises d'énergie, eux, pour leur surplus, comme vous disiez en Islande, ben, beaucoup de surplus est perdu. Beaucoup de surplus en France, en Belgique, en Allemagne est juste perdu et pas utilisé. Donc, c'est inefficiency. Et là où la blockchain peut aider, c'est à faire de l'efficiency.
Maintenant, le problème, c'est que la blockchain elle-même ne pourra pas aider. Parce que si moi, Thomas, j'habite dans le sud de l'Allemagne et je veux vendre mon énergie en France, je ne peux pas. Ce n'est pas encore possible. Pour des choses régulatoires, pour des transformations d'énergie, c'est juste pas encore possible. Donc la blockchain elle-même va aider avec la energy grid, mais s'il n'y a pas les régulations qui suivent, on ne pourra pas faire grand-chose. Je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose sur la energy grid, sinon je peux continuer avec un deuxième exemple. Ça fait longtemps que j'entends parler de blockchain qui permettrait de redistribuer l'énergie de manière plus intelligente. Bon, j'ai creusé ça, je ne vois pas comment ça peut fonctionner. Pour moi, on n'a pas besoin de blockchain pour faire ça, ça ne sert à rien. Je ne vois pas le truc. Mais si quelqu'un un jour est capable de m'expliquer comment ça fonctionne, mais j'ai pas mal fouillé le truc. Pour moi, là aussi, on est dans un enfumage total. Mais il n'y a pas de peer-to-peer. Pour distribuer de l'électricité, ça ne s'envoie pas par la poste, il faut un réseau électrique. Mais si je peux envoyer des assets on-chain, pourquoi pas des kilowatts? Ben parce qu'il faut un câble pour envoyer des kilowatts. Mais il ne faut pas envoyer il faut envoyer les kilowatts, bien sûr, mais sur la blockchain, ce sera juste pris l'information de l'envoyement. J'entends bien, mais à quoi sert la blockchain? À distribuer plus efficacement les surplus, par exemple. Avec une bonne base de données distribuée, je pense qu'on peut faire exactement la même chose. Ce qui est intéressant dans ce type de discussion, c'est évidemment les avis différents, parce que c'est comme ça que la science progresse et les applications de la science. Mais de votre côté... Nous on dit toujours, attention, on est des bitcoiners, hein, donc pour nous, beaucoup de blockchains sont du bullshit. Nous, on dit toujours, pour être sûr, pour identifier ce qui n'est pas bullshit, parce qu'il y a plein d'applications blockchain qui sont intéressantes. Moi, je ne suis pas un maximaliste qui dit qu'il n'y a que Bitcoin. Mais on se dit toujours, regarde si tu as vraiment besoin d'une blockchain. Bien sûr. Et si tu peux faire autrement. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Et très souvent, on se rend compte qu'on peut faire autrement. Eh bien, parlons-en maintenant. Peut-être un exemple supplémentaire, parce que tu en as déjà mentionné pas mal, un exemple en quoi la blockchain peut vraiment contribuer à la durabilité. Ce n'est pas nécessairement le E, hein, ça peut être le S et le G. Hein. Bon, vous êtes beaucoup dans le E, je sais, mais... Alors, moi, je ne peux pas répondre à ça, parce que moi, comme je l'ai dit, je suis un spécialiste du Bitcoin. Nous, on est concentré... Il y a deux choses. Il y a le Bitcoin qui est une monnaie commune, et les blockchains qui sont des outils industriels, des outils d'entreprise, donc des projets d'entrepreneuriat. C'est des choses complètement différentes. Et nous, on s'est spécialisé sur le côté monnaie, donc on n'y connaît pas grand-chose. Et donc, mon avis peut être juste à la limite négatif et pas intéressant. Je préfère te laisser la parole. J'entends bien. Louise, peut-être en matière de S, on parle beaucoup, mais ce n'est pas que parler d'inclusion financière. En matière de G, des modes de gouvernance codés. Est-ce que... comment tu pourrais nous résumer ça? En matière de S, en ce qui est inclusion, déjà ce que notre ami est en train de faire en Afrique, et dans les endroits où il n'y a pas vraiment d'accessibilité au système financier, quand on voit que, je pense, c'est 3,8 milliards de personnes qui sont banquées, et on a, je pense, 3,4, quelque chose comme ça, qui sont unbanked, donc même pas dans le système financier. On peut voir avec la DeFi, la finance décentralisée, qu'il y a vraiment cette approche où on peut avoir un impact. Et comme vous dites, ici, c'est pas ici chez nous que ça va avoir le grand impact. C'est pas en Europe, c'est pas en Amérique, c'est pas aux US. C'est en Latine-Amérique, en Asie et en Afrique où vous n'avez pas cette accessibilité financière, où vous ne pouvez pas tout simplement aller prendre un loan. Vous ne pouvez pas acheter dans une banque des papiers. Vous ne pouvez pas prendre un crédit aussi facilement. Bien sûr, ce n'est pas impossible. Mais cette accessibilité que la finance décentralisée amène dans le social, là, on peut vraiment voir quelque chose qui grandit. Et donc, pour des segments de la population qui n'ont pas accès à un certain type de services, ou alors pour lesquels les services sont trop chers, et pour lesquels des solutions basées sur la blockchain peuvent aider. C'est ça un peu le point. Mais on n'est pas encore là. On n'en est pas. Pour donner un exemple simple, le Salvador a décidé d'adopter Bitcoin comme monnaie légale il y a 13 mois maintenant. Enfin, ça a été voté en septembre, donc même moins d'un an. Il y avait 30% de la population qui était bancarisée au Salvador. Et le président Bukele a donné un valet Chivo à chacun des Salvadoriens avec $10 dessus. C'est une inclusion financière immédiate. Ça leur fait un outil de paiement immédiat et un outil d'épargne aussi.
immédiat. Ces populations-là n'avaient pas accès à la banque. C'est-à-dire que, et c'est hyper important dans un pays comme le Salvador, où une grosse partie du PIB est constituée des fonds qu'envoie la diaspora dans le pays. C'est vraiment important. Je crois que c'est 25% du PIB. Hein. Et donc, ça veut dire que sur ce chiffre d'affaires, enfin sur ces montants, la banque, en l'occurrence Western Union, hein, l'organisme qui assure les transferts, prend jusqu'à 15-18% d'intérêt sur un virement de $80 ou de $60. Donc plus le virement est petit, c'est-à-dire plus la personne est pauvre et elle envoie à sa famille pauvre une petite somme, plus elle va payer d'intérêt dessus. Et quand on pense, ça parle pour l'inclusion financière, mais imaginez les milliards qui sont donnés aux ONG tous les ans. Les milliards qui sont donnés à toutes les organisations qui sont là pour aider les populations qui crèvent la faim et tout ça. Et sur ces milliards-là, la banque prend son écho, 5% au passage, en moyenne, avec les phénomènes de change et tout. Donc si vous donnez 10 milliards à une organisation pour l'aider, vous savez que vous allez avoir 500 millions qui vont être donnés à la banque. Est-ce que c'est normal? Alors qu'avec avec Bitcoin, vous enlevez les 500 millions. Voilà. Ouais. Et juste pour accrocher à ça quelque chose, je pense ce dont vous parliez, des corridors de renvoiement d'argent, ça c'est aussi même un but de SDGs, de l'ONU, si je ne suis pas faux. Donc ça va dans le social de rendre les corridors plus faciles et plus accessibles. Très bien. Les meilleures choses ont une fin. On me prévient qu'on arrive tout doucement au bout du temps qui nous est imparti pour le panel. Alors, le thème du panel, c'était « What solution does blockchain provide in the ESG sector ?» Alors, j'espère que Sébastien et Louis vous ont donné des exemples qui peuvent vous inspirer. En général, moi, quand je sors d'un panel comme ceci en tant que participant, je sors avec plus de questions que de réponses, mais je trouve ça positif. Il me reste maintenant à remercier très vivement Louis et Sébastien pour leur contribution. On n'a pas toutes les réponses, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des champs d'investigation infinis. Je vous le dis à vous, mais je le dis aussi toujours à mes étudiants, plus il y a de questions, plus on a besoin de nous, plus on a besoin des étudiants ou des gens passionnés qui se posent des questions pour faire progresser l'industrie et le secteur dans la direction qu'on va lui choisir. Nous vous remercions pour votre attention. Merci. Thank you. Merci.